Donc pour cette dernière session en parallèle, avant la conférence conclusive, donc qui est la section 9, excusez-moi, donc qui s'intitule Les corps humains demain, rêves chinois et cauchemars de l'Incal. Donc on va avoir deux présentations. La première de Johan Rolls, qui s'intitule Des jeux vidéo à la science-fiction, les représentations de la culture de soi dans la web littérature chinoise, et une seconde présentation de Quentin Lepluard qui parlera de droit, théologie et science-fiction, regard juridico-canonique sur le sacré du corps humain dans les bandes dessinées L'Incal et la caste des métabarons. Et nous aurons comme répondant Denis Pelletier ensuite. Donc je vous introduis Joanne Rolls et puis je vous laisse la parole donc pour des présentations de 30 minutes. Donc Joanne, vous êtes postdoctorant au groupe Société, Religion et Laïcité donc du UMR-CNRS et vous conduisez un projet de doctorat qui a pour sujet les révélations et les pratiques de culture de soi dans la web littérature chinoise. Vous êtes également chercheur associé au Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale, UMR également, et vous avez soutenu en 2021 un doctorat en histoire des religions et système de pensée à Paris Sciences et Lettres, une école doctorale de l'EPHE, sous la direction de Vincent Gossard et qui s'intitule Les interdits de la destruction de la faune et de la flore de l'Antiquité tardive au Haut Moyen-Âge chinois. Je vous laisse la parole. Bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Franck Damour et les organisateurs de cet événement pour m'avoir invité et me permettre de vous présenter comment l'imaginaire de la culture de soi est associé à l'univers des jeux vidéo et aux récits de science-fiction dans la web littérature chinoise. Ma démarche est un peu particulière. Je suis assez éloigné. Je ne vais pas dire que vous êtes à l'ouest, je dirais plutôt que je suis à l'est. Et que je ne suis pas un spécialiste de la littérature, mais plutôt des religions chinoises, de l'histoire, principalement de l'histoire du taoïsme et du taoïsme contemporain. Donc, ma démarche à travers cette lecture de web littérature, donc de web roman chinois, c'est d'essayer de comprendre comment la jeunesse chinoise imagine des éléments religieux issus du taoïsme. Donc, je suis désolé, je vais lire mon papier. C'est peut-être un peu ennuyant, mais vous avez des images. Tout d'abord, qu'est-ce que la web littérature? Apparue à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, avec l'essor de l'Internet, la web littérature est composée de romans ou de bandes dessinées publiées par chapitre à une fréquence régulière, hebdomadaire ou mensuelle, directement sur des sites web spécialisés. Les light novels, ou aussi les web romans ou web novels, et les webtoons, également appelés web manga, se sont d'abord développés au Japon et en Corée avant d'arriver jusqu'en Chine. Le terme light novel, d'origine japonaise, est couramment utilisé pour évoquer les web romans asiatiques destinés principalement à un lectorat d'adolescents ou de jeunes adultes. Quant au webtoon, terme choisi par l'industrie coréenne, il désigne un manga créé pour être lu sur des smartphones ou des ordinateurs dans un format numérique offrant une lecture verticale. En Chine, la web littérature s'est rapidement développée depuis une vingtaine d'années, car elle facilite la création chez les auteurs amateurs de récits fictionnels non soumis aux contraintes de la littérature imprimée et de la censure gouvernementale. Prends pour exemple les histoires avec des personnages homosexuels. Toutefois, depuis quelques années, la mercantilisation croissante des productions littéraires sur Internet s'accompagne d'une reconnaissance des milieux littéraires classiques et d'une attention accrue de la part des autorités chinoises. Parmi les recherches récentes à propos de la web littérature, l'ouvrage de Michael Hawkes, Internet Literature in China, analyse la société chinoise à travers la créativité et l'interactivité des communautés littéraires en ligne. Il montre comment la jeunesse chinoise s'immerge dans l'espace virtuel, sites internet, blogs, réseaux sociaux,
pour exprimer sa créativité, ses désirs et ses ressentiments. En France, Xu Shuang, professeur à anciennement Paris 7, s'intéresse aussi au web roman chinois, plus précisément à leur situation dans la sphère littéraire chinoise et dans la culture mondiale. Après avoir présenté la web littérature, qu'est-ce que la culture de soi? Donc, la culture de soi, ce sont différentes techniques spirituelles, morales, alchimiques ou physiques, visant à transformer le corps et l'esprit. Le but peut être d'acquérir la longévité, devenir un homme complet et véritable, c'est-à-dire un homme surhumain, ou, pour les étapes supérieures, se transcender en saint ou en immortel. Vous avez à droite une représentation schématisant les étapes de la culture de soi, telle qu'elle est représentée sur un mur du temple taoïste du nuage blanc à Pékin. Ce schéma intitulé « Carte de la culture de la perfection » est un modèle du processus alchimique et rituel à l'intérieur du corps permettant d'atteindre l'immortalité. Donc pour comprendre la culture de soi et les exercices spirituels dans l'histoire des religions chinoises, donc je m'appuie sur les travaux de Vincent Gossard, son cours à l'EPHE en 2020, qui lui-même s'appuie sur le livre de Pierre Hadot, donc Exercices spirituels et philosophie antique. Et Vincent Gossard distingue 3 sortes de pratiques en lien avec la culture de soi, donc pratique mentale, pratique physique et pratique sociale. Et dans ces différentes pratiques, on va retrouver dans la web littérature certains éléments similaires, ou en tout cas la web littérature et les auteurs chinois puisent dans ces pratiques-là. Donc on va retrouver pour les pratiques mentales la méditation dans les récits fictionnels de la web littérature chinoise. On a aussi les exercices de respiration, renforcement du corps ou de l'énergie vitale, donc le qi en chinois, le qi en japonais, et tout ce qui est pratique sociale, respect, piété filiale, etc. Et je rajouterai moi-même une dernière pratique qui est l'alchimie externe et l'absorption d'élixirs. Ce sont des drogues, telles que le mercure, et qui permettent, dans la mythologie taoïste, d'acquérir la longévité ou l'immortalité. Donc au regard des web-romans disponibles sur la principale plateforme en ligne en langue chinoise, de lecture en ligne en langue chinoise, donc le site tidiane.com, on retrouve des éléments liés à la culture de soi dans plusieurs genres littéraires. Ce sont les 5 genres du milieu: wuxia, xianxia, qihuan, kehuan et xuanhuan. Donc les romans d'arts martiaux ou de KPDP, wuxia, encensant les aptitudes physiques et magiques, la vertu morale et les redresseurs de tort. Ce genre va connaître un nouvel essor pendant la seconde moitié du XXe siècle, jusqu'à devenir une part intégrante de notre culture mondialisée actuelle. On connaît souvent avec le cinéma sur les arts martiaux chinois, principalement le cinéma hongkongais. Deuxième genre, le genre xianxia, héros immortel. Donc cela concerne les récits de culture de soi, de perfectionnement du corps et de l'esprit, permettant de devenir un transcendant, donc un gem ou un immortel, ainsi de suite. Ces récits s'inspirent majoritairement de la recherche d'immortalité et de l'alchimie interne et externe de la culture taoïste. Le genre Tihuan, je l'appelle ça la fantaisie traditionnelle, reprend les codes de la fantaisie occidentale, principalement anglo-saxonne, véhiculée par des œuvres telles que Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou encore l'univers Marvel. Et Xu Shuang, mentionné précédemment, évoque également l'influence dans ce genre littéraire des jeux vidéo tels que Neverwinter Night, Baldur's Gate ou encore World of Warcraft. Il y a aussi la science-fiction, et je vais en parler dans un instant. Et enfin, le dernier genre, xuanhuan, la fantaisie alternative, est un nouveau genre littéraire en vogue dans la web littérature chinoise. Il s'agit d'une catégorie hybride regroupant les fictions alternatives qui sinisent les genres de la fantaisie, de la science-fiction et du fantastique, avec la culture chinoise, donc principalement les imaginaires des romans traditionnels d'arts martiaux et la culture de soi du genre héros immortel. Donc on retrouve cette association entre culture de soi et récits de science-fiction dans différents genres. Sur le site tidiane.com, les récits mêlant l'univers de la science-fiction occidentale et la culture de soi sont présents dans plusieurs catégories et sous-catégories. Par exemple, la sous-catégorie culture de l'immortalité et fantastique, xuanhuan, xiuxian. Donc cette sous-catégorie regroupe les récits de culture de l'immortalité dans un univers stellaire et un monde fantastique.
La culture de soi dans des récits de science-fiction est aussi présente dans les sous-catégories du genre de la science-fiction et de la fantasy alternative. Donc quelques mots sur les 7 sous-catégories de la science-fiction proposées par le site TDN. Donc il s'agit d'un mélange entre des sous-genres et des thèmes. Par exemple, la sous-catégorie, la première, Guwu Chitia, donc les mechas, renvoie au thème des armures robotisées popularisées par les mangas japonais depuis les années 1990. La sous-catégorie Wellai Shoche, donc monde futuriste, se rapporte plutôt au sous-genre de la science-fiction d'anticipation ou de la hard science-fiction. La sous-catégorie Xingti Wenming, civilisation galactique, concorde avec le sous-genre du space opéra. On retrouve aussi le thème du voyage dans le temps dans la sous-catégorie Shekong Transwo. Ensuite, le contenu de la sous-catégorie Qinghua Bianyi, donc évolution et variation, fait penser au sous-genre de la space fantasy. La sous-catégorie donc Chaoti Kochi, donc super technologie, semble proche du post-cyberpunk, mais sans reprendre à ma connaissance les éléments dystopiques de ce sous-genre. Enfin, Moshe Waiti, donc apocalypse, cadre avec le sous-genre de la science-fiction post-apocalyptique. À propos des influences visibles dans les œuvres de la web littérature chinoise, Nicolas Zuffray mentionne dans son analyse de certains romans chinois à succès apparus sur Internet l'influence du cinéma, de la littérature et des jeux vidéo occidentaux. Il prend pour exemple le roman d'aventure Les Chroniques d'un pilleur de tombes, donc Daomu Biti, de Nanpai Shanshu, donc c'est un nom de plume, qui, selon lui, s'inspire de certaines influences occidentales. Je le cite, on songe à des films ou jeux comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, La Momie ou Tomb Raider. Je citerai 2 autres exemples en lien avec la culture de soi et la science-fiction. Le premier est le web-roman L'Empereur de la Voie lactée, donc Sinhotadi, de Manju Shenti, en 1077 chapitres publiés entre 2013 et 2015. L'auteur y mélange les techniques de perfectionnement de soi, fortement inspirées du taoïsme et du bouddhisme, avec l'univers de la science-fiction et le thème de la vie scolaire. Donc, vers le 100e chapitre, la seconde école du protagoniste principal, l'académie militaire Sinkhong Tasio, est l'unique colonie installée sur une planète extraterrestre. Publiée en 2013, cette partie de l'histoire semble être directement inspirée du film Avatar, sorti en 2009, et raconte comment la tyrannie destructrice des professeurs et des étudiants militaires humains s'oppose technologiquement aux peuples autochtones, possédant quant à eux une magie en harmonie avec la nature. Dans le second web-roman, donc les Chroniques des dieux déchus, Yun Shenchi, de Banzui Yozi, composé de 914 chapitres publiés entre 2016 et 2018, l'histoire se rattache au sous-genre de la science-fiction post-apocalyptique, avec un monde imaginaire initial extrêmement proche de l'univers du film Mad Max, La Roue du Chaos, sorti un an auparavant, en 2015. L'auteur affectionne particulièrement, au début de son roman, les descriptions de courses-poursuites en plein désert, dans lesquelles le héros est pourchassé par des hordes de coups-jarrets crasseux ou des mutants. Au fur et à mesure des chapitres, le romancier crée une fiction riche avec des descriptions moins sanglantes. L'intrigue générale suit les guerres et les alliances entre les humains, faibles et soumis, les mutants, les méta-humains, la caste des chasseurs de démons, ainsi que les manigances des dieux et des démons. Dans ce récit, les protagonistes se développent en associant la culture de soi, l'obtention de super-pouvoirs issus d'un imaginaire occidental, le transhumanisme, ainsi que la découverte d'objets magiques et technologiques. Donc après avoir présenté brièvement la version historique et religieuse de la culture de soi, ainsi que les genres dans lesquels elle apparaît, et son association avec des imaginaires d'horizons très divers, la culture de soi, décrite dans la web littérature, s'exprime dans la plupart des romans comme le prolongement du monde des arts martiaux. Les techniques de renforcement du corps ou de l'énergie vitale servent à se transcender dans le but de devenir un dieu de la guerre plutôt qu'un saint, un immortel ou un bodhisattva bienveillant et pacifiste. Autrement dit, l'imaginaire de la culture de soi sert dans ces récits à faire l'apologie de la violence. Les moines taoïstes et bouddhistes y sont généralement décrits comme des guerriers possédant des pouvoirs surhumains.
Dans la vingtaine de web romans que j'ai pu consulter et qui sont classifiés dans les 5 genres évoqués précédemment, l'élément déclencheur commun à ces histoires est la révélation de méthodes extraordinaires de renforcement du corps, musculaire et osseux, médicamenteuse, plutôt alchimie externe, et d'absorption de l'énergie vitale, donc du chi, alchimie interne. On retrouve dans l'évolution du perfectionnement de soi l'influence des jeux vidéo. Par exemple, la progression des protagonistes se caractérise très souvent par une prise de niveau similaire à l'univers des jeux vidéo, mais avec des échelons hiérarchiques qui s'inspirent parfois du panthéon taoïste. Par exemple, mortel, homme véritable, homme vénérable, saint, immortel, ancêtre céleste, etc. Beaucoup de ces récits associent l'idée de la culture de soi avec l'univers des jeux vidéo et les nouvelles technologies. Cela se voit dans ce qui est, à mon avis, les 3 grands types de révélations de modes de culture de soi évoqués dès les premiers chapitres des différents web romans. Donc on a en premier type de révélation donc l'aide d'une présence divine spontanée de type rencontre. Celle-ci vient spontanément à la rencontre d'un être humain afin de lui transmettre son enseignement. Dans la web littérature, le personnage surnaturel ou divin est parfois caché à l'intérieur d'un objet magique, découvert par le protagonisme principal. Comme second type de révélation, on a l'auto-révélation par la renaissance. Le protagoniste revient généralement dans le même corps à une période antérieure, principalement dans sa jeunesse. Ses souvenirs lui permettent ainsi d'anticiper les événements futurs. Donc, ce type de révélation peut faire penser à une réincarnation dans le bouddhisme ou au fait de recommencer une partie de jeu vidéo en ayant ainsi connaissance des événements à venir. Et on peut également penser au cinéma avec l'intervention hier de Renaud Rochette sur Battlestar Galactica qui parlait justement aussi des Cylons, le fait qu'une fois morts, ils gardaient leur mémoire, ils retournaient à l'ordinateur central et retrouvaient un nouveau corps en gardant leurs souvenirs, leurs expériences, etc. Donc on peut aussi avoir une source d'influence pour l'auto-révélation qui peut être la science-fiction et les différentes séries. Et enfin, troisième type de révélation, l'aide d'une intelligence artificielle, soit intégrée à son propre corps, plutôt en sorte de méta-humain, soit sous une forme démiurgique. Donc l'intelligence artificielle va secrètement guider, en mode triche, le protagoniste principal et lui permettre de s'affranchir des contraintes collectives. À la croisée des jeux vidéo, du cinéma et d'une littérature autant chinoise que mondialisée, une partie de la web littérature asiatique produit massivement des fictions associant les mondes virtuels, donc réalité augmentée, métaverse et bien d'autres, avec des mondes imaginés comme étant réels. L'e-sport, donc comme terrain d'entraînement, est particulièrement cité, notamment en ce qui concerne les combats de méca. Donc l'idée d'un renforcement du corps et de l'esprit est utilisée dans ces récits comme une manière d'obtenir des aptitudes surhumaines, aussi bien dans le monde réel que dans le monde virtuel. Les capacités surhumaines obtenues grâce à la culture de soi sont aussi un moyen pour l'homme de dominer la machine, telle que la maîtrise des mécas. Donc je prends ici pour exemple l'héroïne principale du roman, donc Shranyue Wailai-je Nanjenpu Hadang. Donc ce n'est pas facile d'être un homme après avoir voyagé dans le futur, de Zhu Fujen, donc de Madame Fu. Une version anglaise est disponible sur le site Amazon. Donc c'est 1497 chapitres publiés entre 2013 et 2021. Donc, le développement du personnage principal de ce web roman montre assez bien comment s'articulent différentes sources d'inspiration. Morte d'une maladie alors qu'elle avait à peine la vingtaine, l'âme ou la conscience de l'héroïne transmigre d'un corps à un autre tout en voyageant dans le temps. Son corps originel meurt à notre époque et sa conscience part posséder un fœtus dans un monde futuriste technologiquement avancé. Nous avons ici l'association de la notion de mal-mort avec l'idée de la réincarnation dans le bouddhisme. Il faut savoir que depuis l'Antiquité chinoise, l'âme des jeunes gens meurt d'une malmort, donc ça peut être un accident, un assassinat ou une maladie, reste dans le monde des mortels sous la forme d'un fantôme ou d'un esprit malfaisant. Et différemment, dans la réincarnation, l'âme perd ses souvenirs et entame une nouvelle vie en se réincarnant. Dans ce récit, en ayant conservé ses souvenirs tout en se réincarnant,
l'héroïne commence à pratiquer la méditation en étant encore qu'un simple fœtus. De plus, pendant sa transmigration, elle a aussi obtenu une intelligence artificielle intégrée à son âme, et non à son corps, puisqu'elles se déplacent toutes les deux d'un corps à un autre. Donc, par la suite, cette intelligence artificielle va l'aider à dominer le monde virtuel, et notamment en se transformant en hacker. L'intelligence artificielle lui ouvre également un espace secret et interdimensionnel. C'est là où on rentre dans cet imaginaire de révélation dans la culture de soi. Donc dans cet espace secret, elle va découvrir 9 maîtres qui vont lui apprendre les arts de la guerre et diverses méthodes de culture de soi, comme la méditation et les exercices de souffle. Plus tard, l'héroïne va aussi recevoir certaines méthodes secrètes de sa lignée familiale. En résumé, grâce à ces méthodes de culture de soi, l'auteur démontre que, et je la cite, le faible corps féminin de l'héroïne est capable de terrasser physiquement et psychologiquement les jeunes garçons et les hommes plus expérimentés. L'héroïne fera la même chose dans le monde virtuel à bord de son méca de combat. Méca de combat qui, soit dit en passant, est un lapin avec une épée en forme de carotte. Puis, dans le monde réel, l'héroïne va partir à la guerre avec un méca militaire pour affronter l'Union galactique ennemie. Par ailleurs, les descriptions des ennemis évoquent implicitement l'armée japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Je prends pour second exemple d'utilisation de la culture de soi en lien avec l'univers des mechas et le monde virtuel, le web roman Xingjian Fengbao, la tempête des guerres virtuelles de Kulo Qinglin, en 1404 chapitres, publiés entre 2013 et 2016. Donc je vous fais un bref résumé de la révélation telle qu'elle apparaît au début du roman. Wang Zhen, le protagoniste principal, est abandonné très jeune par ses parents. Son voisin, un vieux libraire qui est en réalité un scientifique excentrique, lui donne un objet mystérieux, en l'occurrence un Rubik's Cube, retrouvé quelques années auparavant au fin fond de l'espace. Au début du roman, Wang Zhen est un lycéen extrêmement démoralisé car son score au test génétique ne lui permet pas d'intégrer l'université militaire. Donc ici, le score génétique va ainsi conditionner l'admission à l'université au lieu des notes du bac. Revenons à Wang Zhen. Celui-ci va obtenir grâce au cube mystérieux la révélation d'une méthode lui permettant de développer ses compétences physiques et mentales. Un jour, en versant malencontreusement son sang sur le cube, il est aspiré dans un espace interdimensionnel où il fait la rencontre d'un robot squelette. Ce robot squelette lui annonce qu'il a le potentiel pour devenir un dieu de la guerre s'il suit une méthode de culture de soi particulière. Donc cette méthode s'appelle le Wei Tue, formule secrète pour retourner vers l'unité. Donc à travers des exercices de respiration, de concentration et de visualisation, ainsi qu'un entraînement physique intense, Wang Zhen va passer la première étape de l'enseignement correspondant au grade de soldat. 2 points me paraissent ici les plus intéressants. Le nom de la méthode de culture de soi et l'identité de la présence. Donc le premier point, le nom de la méthode de culture de soi, donc Wei Qi, formule secrète pour retourner vers l'unité, est un terme issu du vocabulaire taoïste. Cependant, en regardant dans le canon taoïste, le mot Guei, retourner vers l'un, est fréquemment employé, de même que Tie, formule secrète. Mais le caractère donc Guei Qi, ensemble, n'apparaissent pas dans le canon taoïste. Cependant, ce terme formule secrète pour retourner vers l'unité correspond au nom d'une technique dans au moins 2 jeux vidéo chinois. Sur les forums en chinois, on va retrouver la présentation de cette technique dans un jeu vidéo. On a aussi le nom du jeu vidéo et la présentation de Wei Tie comme méthode de combat. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, finalement, imagine une méthode pseudo-taoïste qui vient en réalité d'un jeu vidéo. Et donc ce point permet de montrer que l'imaginaire et le vocabulaire taoïste lié à la culture de soi provient donc ici de l'univers des jeux vidéo. Quant au second point, donc l'identité de la présence divine, il s'agit d'une intelligence artificielle programmée par une race inconnue plus évoluée. On revient un peu aux discussions d'hier. Et cette idée que la transmission d'une révélation passe par l'intelligence artificielle au lieu des présences divines traditionnelles, Dieu, immortel, ancêtre, etc., est courante dans les web romans chinois et plus généralement dans la web littérature d'Asie du Nord-Est.
Autre point similaire avec le web roman mentionné juste avant, Wang Zhen va réussir à être le meilleur combattant de mecha, d'abord dans un jeu vidéo en ligne, puis sur le front dans la réalité. Donc avec ces deux web romans, et plus généralement dans les web romans chinois intégrant la culture de soi dans les récits de science-fiction, la représentation de l'homme parfait associe la transcendance du corps et de l'esprit avec la maîtrise des nouvelles technologies. Donc, les évolutions technologiques de l'Internet et de l'informatique ont accéléré depuis quelques années le développement de la web littérature asiatique. Ces créations littéraires 2.0 en Chine s'inspirent d'imaginaires dérivés de produits culturels variés de par leur contenu et leur origine, donc films, jeux vidéo, mangas, etc. Et divergent d'une politique gouvernementale chinoise cherchant désespérément à réduire l'influence des produits culturels étrangers et la consommation des jeux vidéo. Donc à travers cette communication, j'ai essayé de vous montrer comment les auteurs chinois s'inspirent du cinéma occidental, de la littérature asiatique et des jeux vidéo pour construire un imaginaire sinisant une culture mondialisée. L'idée d'un renforcement du corps et de l'esprit propre au taoïsme et au bouddhisme ou encore au confucianisme est présentée dans ces récits comme une manière d'obtenir des aptitudes surhumaines capables de maîtriser les nouvelles technologies et les technologies futuristes. Concernant le concept religieux d'une transcendance du corps et de l'esprit à travers ces méthodes de culture de soi, celui-ci n'est pas évoqué dans ce sens par ces web romans qui préfèrent l'utiliser pour faire l'apologie de la violence. Donc enfin, et je terminerai là-dessus, nous avons un exemple de la manière dont la jeunesse chinoise consomme et se réapproprie une culture mondialisée avec certaines notions de sa propre culture religieuse sécularisée. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va directement enchaîner sur la deuxième présentation de Quentin Lepluard et on passera ensuite à la discussion. Donc Quentin Lepluard, vous êtes doctorant et ATER en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Brest. Vous préparez une thèse qui porte sur le droit privé et le transhumanisme. Et vous êtes par ailleurs titulaire d'un master en droit privé fondamental de l'Université de Brest et en droit canonique de l'Université de Strasbourg. Et on peut mentionner que vous avez co-dirigé des ouvrages de vulgarisation du droit qui pourront peut-être intéresser le public aujourd'hui réuni, à savoir le droit dans Game of Thrones, publié en 2019, du droit dans Disney en 2020 et droit mythes et légendes en 2022. Donc c'est aux éditions Mar et Martin. Je vous laisse la parole et donc vous avez également 30 minutes. Merci beaucoup. J'imagine que l'on peut se demander qu'est-ce qu'un juriste, a fortiori un juriste canoniste, peut avoir à dire dans ce colloque sur la théologie, la science-fiction et les religions. Effectivement, je n'ignore pas la représentation d'Épinal des juristes comme des gens sérieux, peut-être trop sérieux, du droit comme d'une science aride, laissant peu de place à l'imagination, où l'on apprend toutes les choses par cœur, des codes et des articles de loi à foison, sans forcément sortir de cet univers. De plus, si l'on regarde un petit peu les autres disciplines, peu s'intéressent au droit. La philosophie a longtemps ignoré le droit et les philosophes ont peu d'expérience juridique. Même pour ceux qui ont écrit sur le droit, je pense à Hegel, dans sa philosophie du droit, on voit qu'il a peu d'expérience en vérité de la pratique juridique. De la même manière, le droit canonique, le droit de l'Église catholique, n'intéresse pas beaucoup la théologie. C'est le parent pauvre des études de théologie et l'on s'y intéresse véritablement uniquement lorsque l'on fait un master de droit canonique, effectivement. Donc, pourquoi est-ce qu'un juriste s'intéresse à la science-fiction? Eh bien, on peut retrouver de plus en plus, aujourd'hui, dans les écrits juridiques, dans la doctrine, des références à certaines œuvres de science-fiction.
Je pense par exemple au Meilleur des mondes, qui est devenu un poncif lorsque l'on parle des dangers de la manipulation génétique. Voilà, on retrouve même dès 1963, sous la plume d'un grand professeur de droit, René Savatier, la phrase suivante: de la cité repoussoire que nous présentent ces romans futuristes, y compris Le Meilleur des mondes, on ne trouve heureusement dans les institutions juridiques des sociétés actuelles que l'ébauche lointaine de quelques mesures initiales. Dès 63, donc, on avait cette conscience de la part des juristes de l'existence de la littérature de science-fiction, et on a son utilisation comme mécanisme de cité repoussoire, c'est ce que l'auteur utilise, c'est-à-dire une cité que l'on va invoquer, une société, un laboratoire de métaphysique, l'expression a été employée hier, que l'on va employer pour éviter son avènement. Effectivement. L'utilisation de l'exemple fictionnel du Meilleur des mondes dans la doctrine juridique est notable. Il s'agit là d'une dystopie, un lieu néfaste, sombre, à nouveau convoqué pour prévenir son avènement. C'est devenu probable, sinon potentiel. Et l'on peut repérer dans cette invocation ce qui a été théorisé récemment en droit de l'environnement, l'heuristique de la peur dans Jonas, c'est-à-dire l'invocation de mécanismes effrayants, non pas pour devenir immobile, mais pour agir, pour anticiper. Ceci parce que le droit, qu'il soit civil ou canonique, a aussi vocation à anticiper les dommages et à les prévenir, en plus de sa mission de régulation et d'intervention a posteriori. À cet égard, la science-fiction, et en particulier la science-fiction dystopique, se révèle un vivier considérable d'éléments de réponse aux problèmes éthiques et juridiques qui sont posés par la science, tels que les manipulations génétiques, la cyborgisation ou le clonage, par exemple. En témoigne l'équipe de la Red Team, composée d'auteurs de science-fiction, par le ministère des Armées, pour réfléchir à la problématique du soldat augmenté. Et en ce sens, les bandes dessinées et scénarisées par Alejandro Jodorowsky, l'Incal, la caste des métabarons, le cycle du métabaron, les technopères et bien d'autres, sont un bon exemple de cette source d'apprentissage potentiel en ce qu'elles mettent en scène une société dans laquelle la protection juridique du corps humain, sur laquelle on reviendra par la suite, a disparu totalement, pour laisser place à un transhumanisme débridé, sinon à une manipulation des corps sans limite, jusque dans les sphères religieuses, on y revient. Le droit ne posant dans ces sociétés fictionnelles plus aucune limite, comme il tente de le faire aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. Imaginant que certains n'ont pas eu le temps de relire les nombreux cycles de bande dessinée qui composent le Jodoverse, du nom du scénariste, je vais me permettre de rappeler brièvement le contexte et les quelques éléments qui vont pouvoir nous intéresser au sein de cet univers de fiction, notamment en ce qui concerne les rapports entre sacré, droit et corps humain. L'univers de l'Incal et des métabarons se passe dans notre univers, quelques 20 millénaires après notre époque. Les voyages spatiaux sont devenus monnaie courante et l'univers est régi par un couple d'empereurs siamois androgynes. L'Empire est assisté de 4 piliers, l'Empire hégémonique est assisté de 4 piliers, l'économa, les banquiers, le magana, la noblesse, les colonies, et surtout, celui qui va nous intéresser le plus, la Sainte Église industrielle, aussi appelée Église pantechno ou techno-techno. Cette église était à la base une guilde commerciale qui s'est spécialisée dans la recherche technologique. Pour la décrire, la Sainte Église est dirigée par le technopape. Alors pour revenir d'ailleurs sur le Jodoverse, on voit quelques similitudes avec l'univers de Dune, et ceux qui connaissent l'univers de Dune ne seront absolument pas perdus. À la suite de son projet avorté de développer le film Dune, Jodorowsky a développé cet univers de l'Incal et des métabarons. Et on voit énormément de similitudes entre les deux, on aura l'occasion d'y revenir. Donc la Sainte Église technologique est dirigée par le technopape, le suprême technopape, que l'on voit ici en représentation, qui ressemble assez particulièrement au baron Harkonnen dans Dune. Elle est une structure pyramidale extrêmement hiérarchisée. On trouve donc ce suprême technopape à sa tête, le chef religieux et spirituel de l'Église, qui règne sur les milliards d'âmes dont l'Église a la charge. Sur le salut
de ces âmes n'est pas le souci principal de l'Église, qui cherche davantage à étendre son influence, à étendre son pouvoir sur l'Empire, en déployant partout ses tentacules et connexions technologiques. Le suprême technopape est choisi au sein du conclave des technopapes, les hauts dirigeants de l'Église, qui règnent notamment dans chaque Endo-City, les cités de l'univers de l'Inca. Au niveau hiérarchique immédiatement inférieur, on trouve les techno-cardinaux, les techno-évêques qui représentent le premier rouage institutionnel de l'ordre. Ils veillent à la mise en pratique concrète du catéchisme techno. Et pour ce faire, ils supervisent l'action des techno-abbés, chacun présent dans leur techno-abbaye, qui sont des gigantesques parcs d'activités industrielles. Pour schématiser, on pourrait dire que cette église pantechno, elle s'est bâtie sur le modèle inverse de la Réforme. Ce n'est plus la foi ou l'écriture seule qui importe, mais seulement la structure de l'Église catholique que l'on retrouve en décalque dans cet univers fictif. En effet, malgré son nom, la Sainte Église industrielle n'a aucune véritable dimension religieuse. Elle prêche aux populations la suprématie de la technologie, mais elle ne promet pas le bonheur. Pas plus en ce monde que dans l'autre. Elle impose l'observation de rites, effectivement, pour mieux contrôler le troupeau et travaille en permanence à attirer de nouveaux fidèles, qu'elle n'a ensuite aucun mal à convertir. Sa structure est calquée sur celle de ce qu'ils appellent la paléo-religion catholique de Terra Prima, la terre première, la nôtre. Les relations entre l'Empire et l'Église pantechno sont assez similaires au niveau de l'histoire de l'Église à notre propre Église catholique sous notre Moyen-Âge, principalement au moment de la dynastie carolingienne, lorsque il s'agissait d'une entraide entre l'Empire de Charlemagne et l'Église, mais très peu franche, chacun sachant que l'autre n'hésitera pas à lui sauter à la gorge au moindre signe de faiblesse. Néanmoins, en 23 510, l'année où se passent les événements, la décennie où se passent les événements de la caste des Métabarons et de l'Incal, la Sainte Église industrielle a acquis le statut de culte officiel de l'univers humain et son pouvoir va croissant. L'univers est à cet égard très riche. Une analyse pourrait être faite sur la structure même de la Sainte Église industrielle ou sur d'autres points. Par exemple, dans le cycle des technopères, qui appartient à l'univers de l'Incal, le protagoniste reprend la figure mosaïque et mène un groupe de 500 000 disciples techno-techno vers une nouvelle terre promise, sans technologie. Il y a donc énormément de points qui pourraient intéresser l'analyse des rapports entre la SF et la théologie dans cet univers. Néanmoins, l'un des points communs de bon nombre des religions, sectes ou sociétés de cet univers, c'est celui de la mutilation physique pour accéder aux différents rangs du technopontificat. Ainsi, les candidats s'émasculent, se font émasculer. De même, au sein de la caste des Métabarons, une caste de guerriers mercenaires, chaque père va venir mutiler par tradition son fils. Au sein de cet univers, ce sont donc ces deux points qui vont nous intéresser. Le rapport entre le droit et le sacré, d'une part, le droit, la religion et le sacré, et les modifications du corps humain, d'autre part. L'univers de fiction ici décrit apparaît comme un miroir des questions qui se posent à notre propre société et à son droit. Un miroir grossissant puisqu'il met l'accent et en exergue les mécanismes et les défauts du droit, mais également un miroir quelque peu déformant, puisqu'il pousse à leur paroxysme quelques-unes des hypothèses possibles du développement de la société. Analysons donc ensemble les relations entre le droit et le sacré, le sacré et l'univers de l'Incal et de la caste des Métabarons, puis les rapports avec le corps humain qui rentre dans l'équation. Cet univers met l'accent sur deux traits grossis de notre société, l'alliance révolue entre le droit et le sacré et la désacralisation du droit qui s'est, dans cet univers, totalement achevé. Notre droit actuel ne connaît pas le terme de sacré, ou alors, s'il le connaît, c'est en une seule occurrence, dans l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui vient poser en principe que le droit de propriété est un droit inaliénable et sacré. C'est la seule référence qui y est faite. Néanmoins, si l'on remonte un petit peu dans l'histoire du droit romain notamment, on s'aperçoit que les choses sacrées étaient des choses qui, en droit, étaient considérées comme inviolables. Personne ne devait y porter atteinte. Elles étaient mises à l'écart de la société humaine et, comme les choses saintes,
qui était une autre catégorie en droit romain, elles étaient mises à l'écart de la main humaine qui ne devait pas y toucher, pas y porter atteinte. Le mot sacré, du latin sacer, évoque ce qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable, par opposition à ce qui est profane. Donc je vous le disais, c'est assez étonnant que l'on retrouve l'invocation de ce sacré dans le droit positif, le droit qui est posé à l'heure actuelle, uniquement pour parler du droit de propriété. Donc ce qui va unir la personne à la chose. Dans l'univers fictif de l'Incal, le sacré a totalement disparu, si ce n'est pour diviniser la science, ou le syncublar, c'est-à-dire la monnaie qui est utilisée. Le cublar étant l'équivalent du dollar dans cette société fictive. On parle des saintes lois de la robotique, par exemple, de la sainte science, et personne ne doit porter atteinte à son progrès. Ou on parle du syncublar, voilà, la loi de la monnaie, mais il n'est plus d'institution sacrée qui échappe à la personne, au pouvoir de la science notamment. Or, cela s'oppose quelque peu aux différents mécanismes qui viennent en droit protéger le corps humain notamment, l'espèce humaine également. L'on retrouve par exemple dans le Code civil, l'article 16-1, qui pose en principe que le corps humain est inviolable. Cette inviolabilité qui était la marque du sacré, des choses sacrées de l'Empire romain, du droit romain. Dès lors, l'on a une opposition franche entre cet univers fictif de l'Incal et ce que le droit essaye de faire, cette protection qu'il essaye de poser du corps humain, d'un sacré qui ne dit pas son nom, du corps humain. Et pourtant, cette opposition, elle est présente également en droit. Lorsque celui-ci cherche à favoriser, lorsque les lois cherchent à favoriser l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire le pouvoir de la personne sur le monde, d'une part, et le pouvoir de la personne sur son propre corps. Ainsi, l'évolution du principe d'intégrité du corps humain, qui est une déclinaison du principe d'inviolabilité, vont vers toujours plus de disponibilité laissée à la personne. Celle-ci peut de plus en plus porter atteinte à son corps humain, le modifier, que l'on pense par exemple aux tatouages et aux piercings qui sont admis certes de longue date, mais que l'on pense à un exemple plus récent, celui de la stérilisation irréversible, qui est admise récemment, alors même qu'elle n'a pas de but thérapeutique. De plus en plus, on voit que le pouvoir de la personne sur le corps humain s'étend au point de s'interroger sur ce principe d'inviolabilité du corps humain qui a été posé dans les lois de bioéthique des années 90. Donc on voit cette opposition qui est présente déjà en germe dans le droit positif. Opposition qui est révélée totalement dans cet univers fictif de l'Incal, effectivement. C'est en cela que la SF, la science-fiction, et en particulier cet univers de l'Incal, apparaît comme un miroir déformant du droit et du sacré. Je vais prendre deux exemples dans cet univers qui vont vous parler si vous connaissez l'univers de Dune. L'exemple des Mantrek, qui sont l'équivalent des mantas de Dune, et l'exemple de Landaugarde, qui sont l'équivalent des Sardaukar. L'équivalent avec quelques éléments en plus, notamment un accent qui est mis sur les manipulations physiques, corporelles et génétiques. Si l'on prend l'exemple des Mantrek, on voit un exemple de castration dans l'univers de l'Incal, castration à nouveau dont je vous parlais, nécessaire pour accéder au technopontificat. Voilà des représentations des Mantrek qui sont une caste spécifique à l'univers de l'Incal, hérité des voyages interstellaires lors desquels les explorateurs ont développé le jeu d'échecs avec une dimension tridimensionnelle, une autre dimension, une partie tridimensionnelle, qui rappelle un petit peu le jeu d'échecs en 3D de Star Trek, mais qui semble néanmoins beaucoup plus compliqué. Avec cette nouvelle complexité, nous dit l'auteur, l'esprit humain, comme celui de l'intelligence artificielle, a atteint ses limites. L'idée s'imposa peu à peu qu'il fallait unir les forces des deux vecteurs. La première tentative de greffe cérébrale, nous dit l'auteur, ne fut pas véritablement un succès. Sur le processus de leur formation,
ces Mantrek-là, il comprend, en plus de jeux de simulation visant à décupler le potentiel individuel, une ablation de l'hémisphère du cerveau qui gère les sensations et les réactions purement humaines aux stimuli extérieurs. Une fois formés, les Mantrek pensent et réagissent comme des machines. Il s'agit d'ordinateurs probabilistes. À l'issue d'un long processus de formation, le Mantrek, que l'on ne peut plus tout à fait considérer comme un humain à part entière, peut faire son entrée dans la vraie vie. Mais pour eux, rien n'est véritablement comme tout le monde. Ainsi, l'indépendance ne sera en aucun cas synonyme de libre arbitre, de liberté de mouvement, de tous ces petits droits qui font le sel de la vie du commun des mortels. En effet, les Mantrek sont achetés, un petit peu comme les mantas qui sont assignés à un dirigeant. Ils sont achetés pour sortir du centre d'instruction Mantrek par un acquéreur dûment autorisé et mandaté. Dès lors, le Mantrek se rapproche assez bien de la figure de l'esclave qui était présente en droit romain, figure de l'esclave qui a progressivement disparu pour être finalement abolie en droit français par le décret Schulcher de 1848, posant interdiction de l'esclavage au nom de la dignité humaine, séparant bien la personne de la chose. La chose est peut-être l'objet d'un droit de propriété, la personne en revanche ne peut jamais faire l'objet d'un droit de propriété. Et donc cette hybridation homme-machine, hybridation qui va au-delà des possibilités actuelles et au-delà de ce qui est fait actuellement dans la sphère actuelle, dans la sphère réelle, s'accompagne également d'un brouillage des frontières entre la personne d'une part, la chose d'autre part, distinction qui est fondamentale en droit français. On l'appelle la summa divisio du droit français, la plus grande distinction qui existe en droit français, celle qui sépare à nouveau la personne des choses. Donc au bout du compte, les Mantrek qui sont présentés ici ne sont fondamentalement que des esclaves qui n'ont pour s'échapper que le choix de l'algèbre et de la géométrie onirique. De plus, le verrouillage cybernétique qui est implanté dans leur cerveau les ravale au rang de machines pensantes. Leur humanité est niée, leur libre arbitre condamné. L'Andogarde, qui à nouveau représente les Sardaukars de l'univers de Dune, c'est quasiment la même chose. Ce sont des guerriers qui sont formés dès leur plus jeune âge à penser comme des guerriers, à réagir comme tels. On leur inocule on leur implante plutôt des composants mécaniques qui leur permettent de dépasser les capacités humaines basiques. Et on va également leur implanter un programme, ce qu'on appelle la gargate, une aiguille implantée dans le bulbe rachidien qui permet de déstructurer leur individualité propre pour la recomposer autour d'une autre volonté extérieure, celle de l'empereur. Chaque endogarde va être considéré comme parfaitement autonome, mais sa propre vie ne va pas lui importer. Il sera considéré comme un moyen au service d'une fin supérieure. On voit donc que la société présentée par l'univers fictif de l'Incal nous montre bien que la vie humaine a perdu toute valeur intrinsèque, tout sacré. D'ailleurs, le meurtre n'est plus véritablement prohibé dans la société de l'Incal. De même, on s'aperçoit la disparition de toute morale collective, qui a levé un grand nombre des interdits que nous considérons actuellement comme tabous. Par exemple, la débauche, la luxure, même l'inceste ont droit de cité, voire sont encouragés. La loi du plus fort édicte le droit et aucune éthique ne protège plus rien ni personne contre les excès de toutes sortes. On voit donc une disparition véritable du sacré, et cela fait écho à ce qu'un auteur évoquait, un monde désacralisé et voué tôt ou tard à n'être plus peuplé que d'objets, donc qui fait écho à l'esclavage des Mantrek développé plus tôt. On est bien dans un monde où même l'Église pantechno, ne croit plus en un sacré, en quelque chose qui dépasse l'homme, en une transcendance. Cela se voit très bien dans les expérimentations qui sont laissées totalement libres. L'Église pantechno est totalement libre de faire des expérimentations sur les êtres humains, alors que dans notre droit existent fort heureusement des limites posées à l'instrumentalisation de la personne humaine, quand bien même ces expérimentations existent et sont réglementées. Et toute une partie de l'intrigue, toute une partie du comique d'ailleurs de la série, joue sur ce renouveau du sacré
d'un sacré d'apparence. À nouveau, on évoquait le saint cublard, on évoquait la sainte science, la sainte loi de la robotique, avec toutes les pincettes qu'il est donc possible de prendre avec cette expression de sacré, puisque ce n'est plus donc qu'un ersatz de sacré qui est présent. La Sainte Église et la Sainte Église économique, la Sainte Église industrielle, nous donne à voir les effets pervers d'une sacralisation au possible de la science et d'une désacralisation du monde. Elle nous montre que l'appréhension scientifique du monde a un prix. La science va venir désenchanter le monde, et en faisant rentrer de force l'homme dans un monde désenchanté, elle va venir le déshumaniser. La science, qui est la suprême valeur de la société présentée ici, détruit la valeur autour d'elle. La science, dont on attend qu'elle éclaire le sens, notamment le sens de la vie, nie la notion même de sens et de finalité. Et c'est cela que nous montre l'univers des métabarons et de l'Incal. C'est une société qui a divinisé la science, qui l'a sacralisée au détriment de toute autre valeur, que cela soit la vie humaine, l'humanité de l'homme ou la dignité de la personne humaine, des choses que le droit, que la norme, dont la mission est de protéger et de mettre en relief ces valeurs protégées, notamment le droit pénal, qui est l'image d'Épinal de la loi, reflète. Ainsi, on a dans le droit pénal une interdiction de porter atteinte à la vie humaine, on a une protection de l'espèce en ce qui sont interdits les manipulations génétiques, le clonage, l'eugénisme. Dans le droit canonique également, sont interdits d'accéder à la dignité de l'ordre, prêtre en d'autres termes, les personnes qui se sont gravement mutilées. C'est une règle qui est posée dans le Code de droit canonique et qui s'oppose frontalement avec l'exemple qui est proposé dans l'Incal, avec ce clergé qui s'est systématiquement mutilé, qui s'est systématiquement émasculé. Aujourd'hui, bon nombre d'auteurs dans la doctrine juridique s'accordent à le dire, la perte du sacré, le désenchantement du monde, ont fait perdre au droit ses repères. Et il lui devient difficile de poser des limites à la science, limites qui existent à l'heure actuelle, mais qui ont du mal à tenir. Cet affaiblissement du sacré par l'abandon de toute transcendance extérieure à la volonté humaine, qui a notamment été développée à la suite de l'humanisme des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fait le lit du transhumanisme. Puisque la nature et donc la vie même humaine perdent leur caractère sacré et transcendant. Rien n'empêche dès lors leur modification, leur appropriation par l'homme. La disparition du sacré et des choses sacrées, en droit positif, amène l'homme à se considérer comme seul maître à bord, seul Dieu. Le seul maître mot, si celui d'égalité demeure à la marge, c'est celui de liberté. La mort de Dieu ou son retrait du monde a eu pour effet de libérer l'homme de toute transcendance qui ne soit pas humaine. Et c'est en cela que, à nouveau, l'univers de l'Incal s'inscrit comme un miroir déformant, en mettant l'accent sur cette possibilité d'évolution. Cet univers nous permet donc, comme beaucoup d'univers de SF, on l'a déjà dit, un regard réflexif sur notre propre société et les valeurs protégées par le droit ou qui devraient l'être. Et en ce sens, on peut reprendre une citation de l'auteur à propos justement de son œuvre qu'est l'Incal. Je crois profondément que l'évolution actuelle des techniques de manipulation génétique va conduire, quelles que soient les résistances du moment, à une modification profonde du règne naturel. Par le clonage et la manipulation, on mélange allègrement végétal, animal, humain. Ce que l'on regarde aujourd'hui comme des monstruosités ou des curiosités science-fictionnelles deviendront des normes demain. Petit à petit, les frontières de ce qui est permis et ou concevable reculent. Peut-on vraiment croire que lorsque l'on sera fabriqué, modelé, sculpté à volonté la matière vivante, on se l'interdira? Mais ce que je montre reflète les potentialités du présent. Personne ne pourra dire ce que demain sera fait. En effet, donc cette citation le montre, personne ne sait de quoi demain sera fait, effectivement. Néanmoins, l'on sait, grâce à ces sociétés science-fictionnelles, ce que l'on ne veut pas que demain soit. Et c'est là-dessus que je souhaiterais insister pour conclure. La lutte contre un futur déshumanisé, la lutte par le législateur, par la norme, civile ou canonique, contre un futur déshumanisé, en continuant de protéger certaines valeurs, certains biens considérés comme inviolables et partant comme sacrés, saints en d'autres termes. Et c'est peut-être vers cette voie que le droit devrait, en tout cas pourrait s'orienter pour continuer à protéger les valeurs sacrées. Je vous remercie.
affiche, qu'on va accueillir directement Monsieur Pelletier pour discuter de vos deux interventions, qui sont assez différentes, qui, je pense, voilà, vont susciter pas mal de débats et de questions, et où la question du corps reste le bien. Et donc, vous êtes historien du socialisme contemporain à l'EPHE, et posez votre regard sur ces deux présentations. D'abord remercier les deux intervenants pour leur fort intéressant, fort différent. J'aurais du mal à en vous écoutant, genre littéraire, il m'est venu deux trois questions. Il m'est venu des références. À un moment, vous faites votre travail à l'ensemble de ça. C'est qu'il y avait effectivement, dans ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement dans ce soir que vous avez parlé énormément d'écho dans une philosophie. C'est-à-dire une philosophie de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire le moment renonçant à la rencontre et par exemple mais c'est un peu une réaction dans le même ordre d'idée lorsque vous parlez dans le même ordre d'idée lorsque vous évoquez ce passage qui dirait un seigneur de la guerre, un maître de la guerre, un seigneur de la guerre, qui devient d'abord sur un peu avant de devenir dans la réalité. Dans ces romans qui raconte une grande guerre, et en parallèle la formation de jeunes gens à la guerre et à la guerre. S'attache à un personnage principal qui est le meilleur de sa classe, qui est le meilleur sur le jeu, et qui découvre à la fin du roman. Ce qu'il découvre à la fin du roman ne compte pas à l'expérience d'expression. C'est une très très belle histoire. Et sur ce personnage, il y a une thématique qui est présente dans la j'ai une question sur la restriction. C'est-à-dire, on voit que c'est une littérature. On voit que ça pose un certain nombre de questions, ça résout un certain nombre de questions sur l'individu qui sont en adéquation avec des choses qui sont dans la société. On voit, vous l'écrivez, qu'il y a c'est une vraie production de masse. C'est les effets. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des études sur la restriction? Est-ce qu'il y a un retour sur taoïsme? C'est ce qu'il y a, voilà. Ça c'est ce qui me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on sait qui veut ça? Est-ce qu'on a des études publiques? Est-ce qu'on veut dire d'impact, ne le prenez pas au sens commercial? La question de la réception. Alors, les enfants, dans votre présentation, vous
établissez des catégories, des genres, des sous-genres, et vous mettez la question en relation avec les équivalents occidentaux, dans la littérature. Je pense à la pédagogie, nous, et on faisait de traduction, proprement dit. Et on a le sentiment aussi que de temps en temps, il y a des empreintes. Or, dans toute la tradition littéraire, la question de l'empreinte, du plagiat, comprendre la littérature. Donc je me demande si ce que vous cherchez à faire, c'est est-ce que ce sont véritablement des empreintes délibérées, c'est des systèmes de la correspondance. Si elle est dans votre livre, elle est dans la production de l'histoire, et comment ça se fait dans l'histoire du genre. J'ai une troisième question, vous avez parlé d'un certain nombre de choses, de révélations, techniques. Ah, et là, moi, j'entends des choses pour moi. Mais nous savons très bien que vous travaillez sur le taoïsme, c'est cette nouvelle littérature, lorsqu'elle emprunte, lorsqu'elle se réfère à son propre univers religieux, elle renvoie à quelque chose que le mot ne définit pas. Alors je voudrais savoir comment vous dire, est-ce que parler d'enjeux proprement religieux, est-ce que ça a un sens? Quel sens ça a pour vous, sachant que vous portez forcément sur la notion de religion un regard qui n'est pas le même que le mien, parce que je travaille sur le mot de religion est là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des questions. Alors, le premier, le deuxième, je trouve que là, hier, j'ai essayé des événements, des interrogations. Je trouve que ces questions-là sont intéressantes, les questions qu'on trouve sont intéressantes quand on les étudie, quand on utilise le religieux dans une forme de désenchantement, désenchantement du droit, ou désenchantement par l'abandon du droit, je ne sais pas, fabrique de la chasse. Ça, c'est ça. Et je trouve extrêmement intéressant ce que vous dites, vous décrivez en termes de construction d'une œuvre littéraire, c'est-à-dire une œuvre littéraire post-apocalyptique, avec la confrontation d'autres choses, quelque chose qui sort. Il y a quand même, je me dis, il y a quelque chose, et ceci traité à la justice, encore une fois, ça s'appelait, ayant comme de et donc sur le mode du pastiche. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, j'ai une vraie interrogation, c'est-à-dire ce que vous m'avez décrit, ce que vous nous avez décrit me semble une très belle manière de montrer comment cette œuvre peut être en quelque sorte instrumentalisée par des personnes qui chercheraient des exemples pour appuyer leur combat contre un certain nombre d'évolutions contemporaines du droit. Est-ce que c'est ce type de position que vous défendez? Est-ce que c'est la position décrivée? Est-ce que c'est la position défendée? Et j'ai en particulier deux problèmes très spécifiques là-dessus. Lorsque vous dites qu'il y a une désacralisation du pouvoir individu sous son propre, sans doute, mais la seule chose qui n'est pas désacralisée dans votre pouvoir, qui continue d'être sacrée, c'est la doctrine. Or, le véritable débat, c'est ça, non pas sur la qui appartient, c'est des et on revient aux discussions qui sont des discussions d'ordre juridique, sur lesquelles nous pouvons avoir des discussions. Mais j'ai une interrogation, j'ai une inquiétude, dès lors que la littérature est en quelque sorte instrumentalisée au service d'une position.
je trouve très intéressant qu'elle soit utilisée, qu'elle soit décrite comme telle, particulièrement du point de vue du droit, puisque le droit pose en permanence la question des fictions juridiques. Et ça, c'est. Mais je ne suis pas sûr que John Diffoul soit une. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans le cadre d'une fiction juridique. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans le cadre d'une forme renouvelée de l'apologétique. Et donc, vous voyez que c'est un peu vous mettre en cause, et vous mettre en cause de manière amicale. J'ai été très intéressé. Voilà. Enfin, vous mettre en cause. Mettre en question. Demandez plus. J'entends bien parler. Non, merci beaucoup. C'est effectivement passionnant cette interrogation sur l'instrumentalisation des œuvres. Et on voit qu'effectivement, les œuvres de SF sont instrumentalisées par les auteurs de doctrine juridique. Je reprenais l'exemple du Meilleur des mondes. Quand il est invoqué, c'est systématiquement pour évoquer les dangers que présente la bioéthique, enfin que présentent les biotechnologies, et pour demander à ce que la bioéthique soit prise en considération. Voilà, l'exemple de 63 de René Sabatier, qui était un immense professeur de droit et notamment fondateur du droit médical, c'est de dire, voilà ce que l'on peut faire potentiellement, ça reste de la fiction, mais certains éléments en matière de progrès de biotechnologie nous laissent penser que ça devient faisable. Si c'est faisable, il faut que l'on lutte contre. C'est moins dans le sens d'instrumentaliser, c'est-à-dire d'utiliser ces exemples science-fictionnels pour dire, voilà ce qui peut se passer, donc il faut qu'on fasse ça. Non, moi, je les utilise davantage en disant, voilà ce que cela propose comme futur possible. Voilà ce que ça nous expose comme futur possible. Et est-ce que l'on ne peut pas réfléchir nos choix, nos interrogations à la lueur de ces futurs possibles, effectivement. Et je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas vraiment parti de John Diffoul, et c'est pour ça que je précise bien que c'est sur l'Incal et la caste des métabarons, parce que c'est davantage l'univers qui m'intéresse que la quête initiatique de John Diffoul, tout à fait, qui est c'est-à-dire très particulière, qui relève tout à fait du roman d'initiation. Il n'y a qu'à voir les titres qui sont pris, on est vraiment sur la quête alchimique de transmutation du grand œuvre. Effectivement. Mais l'univers qui est posé en ligne de fond et sur lequel l'auteur insiste dans les romans dérivés, nous présente vraiment un univers où il n'y a de sacré que la science et l'argent. Donc c'est un matérialisme possible, un scientisme possible, qui vient nier les fondements sacrés qui existent aujourd'hui, les fondements inviolables, hein, le corps humain, l'espèce humaine, qui sont véritablement liés. N'est divinisé finalement que la propriété, vous le comprenez, et la volonté humaine, effectivement. Donc, ça nous expose à un futur possible sinon probable, hein, comme le meilleur des mondes, et l'on peut, en ce sens, l'invoquer pour réfléchir nos choix en matière de bioéthique et la régulation de la bioéthique. Hein. La dimension de pastiche, mais alors cette dimension de pastiche, malgré tout, elle révèle quand même une société possible. Comment dirais-je là, c'est pensé comme tel, mais malgré tout, ça reste possible. Les Mantrek, l'exemple que je donnais des Mantrek ou l'Endogarde, les soldats qui sont améliorés, c'est pour cela que l'on a constitué la Red Team, pour réfléchir à ces problématiques-là d'instrumentalisation de l'homme. Certes, c'est poussé voilà, jusqu'à l'absurde, jusqu'au ridicule, mais malgré tout, ça fait quand même réfléchir. Ça reste quand même une hypothèse qui est poussée à l'absurde, mais qui demeure. On pense à ces Mantrek que l'on réduit à l'état d'objet, à l'état de moyen au service d'une fin, ça interroge quand même notamment sur les fondements du système juridique, des interdits qui sont posés, la dignité de l'homme qui est protégée, qui est garantie par le Code civil, c'est de ne jamais le ravaler à l'état de choses. Donc finalement, ça interroge, ça permet de mettre en lumière ces interdits fondamentaux, ces
ces interdits qui existent et qui sont pour autant questionnés à l'heure actuelle avec le désenchantement du monde, effectivement. Mais je suis d'accord, ça ne constitue pas un argument d'autorité pour dire voilà ce qui peut être fait, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Non, mais voilà ce qui peut être fait, ce qui pourrait être fait, effectivement. Et à cet égard, je ne trouve pas que l'univers qu'il y a en ligne de fond soit du domaine du pastiche total. Et c'est ce que l'auteur dit d'ailleurs, voilà, dans la citation que j'ai donnée à la fin. On n'est plus là, il me semble, sur le pastiche, sur le côté rigolo que l'on trouve avec les robots qui invoquent les saintes lois de la robotique, avec l'invocation des paléo-principes juridiques, du paléo-droit. Non, là, il y a quelque chose de plus intéressant. Lorsque l'auteur fait intervenir un transhumain qui peut modifier totalement son corps, qui peut le changer totalement, il me semble que l'auteur s'est progressivement détaché du pastiche. Et ça questionne. Ça questionne. Oui, bien sûr. Bon, mais on peut le faire à partir de tout, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. On est en train de diriger à Brest un ouvrage sur le droit dans Star Wars, effectivement. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la loi de Gabor. Voilà, si c'est possible, bah, ce sera fait. Hein, en matière scientifique. La particularité de l'Incal, c'est que c'est poussé, effectivement, et là, sur le côté pastiche, c'est que c'est poussé à l'extrême. Encore que certaines œuvres de science-fiction le font également. Mais on voit bien la déshumanisation de l'homme, finalement, de la personne humaine, la négation de sa dignité dans laquelle, et c'est un exemple, là je vous rejoins tout à fait, la science-fiction de manière générale sert de miroir, hein, et cela se voit particulièrement, je trouve, dans l'univers de l'Incal et de la caste des métabarons, parce que justement le sacré du corps y est particulièrement nié. C'est dans cela que j'ai pris cet exemple de l'Incal et de la caste des métabarons. Merci M. Pelletier pour vos remarques. Je vais revenir justement sur votre première remarque sur la philosophie Vincent Cossard, justement s'appuie sur. On a énormément de travaux, on a réutilisé des travaux sur l'histoire de mon côté, la même chose. Il me semble que Vincent Cossard, ce qui est intéressant dans les réflexions de Pierre Hadot, c'est qu'il a essayé peut-être d'essayer de dialoguer entre culture de soi dans les religions. C'est aussi de dialoguer autour de ces exercices tels qu'on pourrait les avoir dans le christianisme. Il a fait vraiment ce travail. J'espère qu'il est là-dessus. Je récupère ça et j'essaie de regarder qu'est-ce qu'on a dans cette littérature, qu'est-ce qui reste imaginaire qu'on va retrouver donc dans la littérature chinoise depuis l'Antiquité. Donc on a des romans de fantastique, etc., qui vont nourrir le religieux. Donc on a ces histoires d'immortels d'abord dans des récits fantastiques, et ensuite on va le retrouver dans les textes religieux, des révélations avec des immortels qui vont venir sur Terre pour délivrer des messages, des préceptes, etc. Il y a tout un genre et on est déjà pas mal de spécialistes. Là, ce qui est intéressant avec la web littérature, c'est qu'on
on essaie de regarder comment la jeunesse chinoise finalement absorbe leur culture et et la mélange avec justement des imaginaires venus d'ailleurs. Bien, votre question sur la réception. Donc, on avait les deux auteurs au début, donc Fox, qui lui vraiment travaille justement sur la manière, donc il travaille sur les forums liés au web roman et la manière dont les Chinois discutent avec les auteurs et les auteurs retransforment leur ouvrage. Donc en discutant, etc., puisque c'est publié par Cherki, il y a toujours cette animation et cette interaction entre lecteur et auteur qui fait que l'œuvre avance finalement ensemble. Donc on a déjà ces études-là, on a aussi les études de Xu Shuang qui s'intéresse. Donc elle a un axe de recherche au CRCAO, donc Centre d'études fondamentales, sur ces questions-là. Après, c'est tout nouveau. Il y a beaucoup de choses à faire sur la réception. Ce que j'ai essayé de faire donc, dans mon article, pas dans la présentation ici, c'est de regarder l'aspect économique et surtout la réception telle qu'on pouvait l'avoir en Occident. Donc sur des sites légaux et illégaux. Diffusion d'œuvres chinoises principalement, mais ça peut aussi être coréenne et japonaise. Et ensuite, et ça répond aussi en partie à la troisième question, sur cette question du religieux. En fait, dans la réception, ce qui m'intéresse en fin de compte, comment elle revient, comment cet imaginaire et ces idées peuvent revenir dans le monde taoïste. Donc, est-ce que les jeunes moines taoïstes, justement, puisque ma spécialité c'est ça, c'est l'analyse le taoïsme, et est-ce que justement ils sont rentrés dans les ordres en ayant lu avant ces web romans? Donc ils viennent avec finalement un espoir de pratique de soi lié au web roman et pas forcément au texte religieux. Donc c'est un peu la finalité de cette recherche. J'ai regardé pour l'instant l'économie, là on regarde justement la circulation des idées et des imaginaires, et il sera possible d'aller en Chine, faire du terrain avec des questionnaires et regarder s'il y a un impact réel sur la nouvelle génération. Ensuite, donc, ça répond un peu à la troisième question. Et sur la deuxième question, sur les correspondances des catégories, donc ce ne sont pas les miennes, c'est du site Ticket. C'est la principale plateforme de lecture en ligne en Chine, avec des millions de lecteurs. J'en ai parlé l'année dernière des aspects économiques. On a à peu près 9 millions de lecteurs et des centaines de millions de lecteurs et tout ce site classifie les œuvres. Donc j'ai essayé de comprendre comment il classifie sa catégorisation, avec sous-catégories, etc. Donc évidemment, je t'aime, j'ai essayé de comprendre. Mais on se rend bien compte, la culture de soi et science-fiction, qu'on va retrouver les mêmes livres ou les mêmes histoires dans des genres différents. Et comment le site classe. Et ce que j'ai fait ensuite par rapport à la réception en Occident, c'est que nous, derrière, on classe par tag. Donc on va plus loin, donc eux déjà récupèrent et mélangent genre, thème, etc. Et ensuite, en Occident, donc plus du tout de genre, on fait simplement avec le tag. Plus c'est lu, plus le tag vient en haut et permet à l'histoire finalement d'être définie par son tag 1 ou tag. Donc c'est très intéressant de noter ça. C'est un mode de sélection et qui permet d'être visible sur les moteurs de recherche. La culture de soi, c'est une traduction du terme chinois. Et ces exercices intellectuels, on les retrouve dans toutes les religions. Après, c'est la question de la finalité, de la transcendance.
c'est la représentation de la transcendance selon les cultures de soi. C'est en fait la traduction d'un terme en chinois qui est xiudian, qui est aussi un genre, une sous-catégorie dans, dans la littérature. En fait, elle est présente maintenant, je dirais, depuis 5 ans. On a quand même des dizaines de milliers de lecteurs. Simplement, ce sont des sites. On retrouve la même chose pour les mangas et la web littérature japonaise. Ce sont des amateurs qui vont les traduire en anglais, et souvent d'ailleurs le scan trad, scanner et traduire, on trouve la même chose en France. Pas forcément directement du chinois au français, mais souvent on passe par la version anglaise. Et donc ça, en fait, maintenant on a les maisons d'édition qui sont eux-mêmes des fans de scan trad, qui vont derrière publier des œuvres chinoises. Donc ça commence tout juste, ça fait 4 ans à peu près qu'on commence à avoir des œuvres chinoises, plutôt des mangas, parce que web littérature, on a web roman, et ensuite, une fois que le web roman marche, on le transforme en web manga. Et ces web mangas sont publiés maintenant dans à peu près une quinzaine de maisons d'édition françaises. Ça commence. Non, effectivement, la question est très, très intéressante. C'est très certainement parce que, en lisant les métabarons, j'ai toujours mes lunettes de juriste. Et donc, je réfléchis ainsi. Oui, dans les métabarons, on est dans la transgression de la normalité du corps.
effectivement, voilà, chaque père va mutiler son fils, que ce soit par l'ablation des jambes, par l'ablation de la tête éventuellement. Mais pourquoi est-ce que je le vois comme ça? Parce que le droit a ce regard finalement sur le corps. Le droit est éminemment conservateur, non pas au sens politique du terme, mais il va chercher à conserver un ordre établi. C'est sa mission, finalement. Garder un ordre, garder des valeurs, garder des institutions. Et le corps humain en fait partie. Lorsqu'il est posé que le corps humain est inviolable, que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du corps, ou nul ne peut porter atteinte à l'espèce humaine, on est dans cette idée, effectivement, peut-être dépassée en philosophie, effectivement, mais pourquoi? Parce qu'il faut trouver une base à protéger. Et cette base à protéger, elle est, c'est une certaine philosophie du droit qui a été adoptée. D'aucuns considèrent que c'est une philosophie dualiste qui sépare le corps et l'esprit, le corps et la volonté d'une part. Voilà. Le droit a dû se positionner par rapport à ça en 90 lorsqu'il a, en droit français, lorsqu'on a posé les lois de bioéthique. C'est une vision effectivement très, très fixe du corps humain, avec un corps humain normé. La question se pose également avec la question du dopage et de l'hyperandrogénie en matière de sport. Est-ce qu'on laisse courir les athlètes hyperandrogynes, enfin oui c'est ça, non, avec une testostérone surdéveloppée avec les athlètes humains. De la même manière, est-ce qu'on laisse courir les athlètes handicapés avec des prothèses de jambes, avec les athlètes valides? C'est l'exemple de Oscar Pistorius que le tribunal arbitral du sport a interdit de courir avec les athlètes valides parce qu'on considérait qu'il avait un avantage par rapport aux athlètes valides. Le droit est forcé de poser des normes. Et c'est ces normes-là, ce sont ces normes-là qui sont questionnées dans les œuvres de science-fiction, effectivement pas forcément par rapport à uniquement local, c'est certain, que ce soit à nouveau le meilleur des mondes qui va déshumaniser au sens de faire perdre, enfin, nier à l'humanité les valeurs que le terme porte, notamment en droit. Parce que l'humanité est définie en droit. On en a une définition négative, ne serait-ce qu'avec le crime contre l'humanité. Quand une personne s'adonne au crime contre l'humanité, elle va nier une certaine valeur dans la personne. Lorsqu'elle va atteindre la dignité humaine, elle va nier une certaine valeur inhérente à la personne. C'est une définition que le droit a choisie, et cette définition est éminemment critiquable. En tout cas, il faut qu'elle soit critiquée et qu'elle soit questionnée, et c'est ce que la science-fiction permet de faire. Alors, dans les deux derniers exemples de web romans, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait deux corps, le corps réel et le corps virtuel. Cette idée que finalement, dans notre environnement, on a cette réellement virtuel. Ensuite, ce qui est intéressant avec la présentation de Quentin, c'était que pour la case des métabarons, il y a l'amélioration du corps avec la technique. Et dans la culture de soi, on a l'amélioration de l'âme. Je ne rentre pas dans le débat de qu'est-ce que c'est que l'âme dans les religions asiatiques. Mais simplement, on renforce l'âme avec cette idée d'une transcendance qui, au bout d'un moment, à force de croître, donc dépasse le cadre physique et part dans un autre monde. Je pense que la grande différence sur le débat, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est une autre vision du corps qui est donc corps-squelette et âme-squelette.
C'est une très bonne. Merci pour les références. En fait, oui, parce que alors je l'ai montré pour le nom d'une technique de culture de soi qui venait d'un jeu vidéo. Donc qui reprend le vocabulaire taoïste, mais en fait qui n'a rien à voir avec le texte religieux, puisqu'on ne retrouve pas ce nom-là, mais on le retrouve dans les jeux vidéo. Et là, c'est exactement la même chose. Par contre, d'où vient cet imaginaire, on ne sait pas, faut demander à l'auteur. C'est une bonne question. Après, ce qui est aussi intéressant dans les cultures asiatiques, par rapport à l'esthétisme, c'est qu'ils adorent tout ce qui est mignon. Et donc c'est vraiment, c'est extrêmement important. Donc pour nous, ça peut être choquant. Ça peut être choquant d'avoir des adultes se déguiser en lapin, par exemple. Mais c'est possible au Japon, en Corée, et un peu moins en Chine. Donc il y a cette idée d'une représentation de ce qui est mignon peut aussi correspondre au monde des adultes. Et là, je pense que l'auteur a démarré sur cette idée-là. En tout cas, elle aimait peut-être ce méga lapin, et elle a récupéré cette idée-là pour derrière créer des combats entre mécas. Et c'est resté dans les jeux vidéo aussi. Alors l'idée du méca lapin, le roman a commencé en 2013, le web roman. Donc à voir avec les jeux vidéo s'ils ont été édités avant ou pas. Merci pour la réponse. Merci Quentin, c'est très intéressant. Je vais écouter l'année dernière.